Je découvre. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien devant votre petit écran. Bienvenue dans ce nouveau Tu plaides ou pas, votre émission qui parle d'actualité ludique uniquement sur les plateformes participatives. Et pas tout. Et ce soir, l'équipe au complet maintenant. Et l'équipe en visio, vous allez voir tout le monde. Il n'y aura plus des images, etc. puisque nous n'avons plus de soucis de connexion. On commence avec ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant. Tatiana de Girl.Games. Comment ça va la Belgique aujourd'hui ? Écoute, merveilleusement bien, c'est le confinement, on s'amuse bien, c'est super. Ouais, et on voit qu'il y a tout un écosystème derrière vous. Mais je sais, t'as l'air vraiment en extase, c'est des plantes, hein, ça vient de chez Ikea, c'est tout. Ah, ouais, mais c'est quand même pas mal. L'autre qui était aussi absent, qu'on arrive à voir maintenant, il s'agit de Johan de Musopop Custom. Comment vas-tu, Jojo ? Je crois qu'il a encore des problèmes de connexion, le pauvre. Il nous l'a dit, il interviendra dans l'émission. On ne sait pas quand, mais il interviendra. Donc c'est pas un problème. On va passer directement au duo légendaire, les farfadets des forêts, Ben et Lily de Tic Tac, des recettes ludiques. Comment allez-vous, vous deux, cette semaine ? Ça va super bien. Ça va très très bien. Plus que bien ou très bien. Très bien. Et le doyen sans qui ce Tu plaides ou pas n'aurait pas de saveur. Il s'agit de Raph de Geek Level 60 qui est aussi chroniqueur sur Ravage ainsi que Trick Track. Bonsoir Raphaël, comment vas-tu cette semaine ? Bien le bonsoir à tout le monde et ça va très très bien. Allez, au programme de ce soir, on va vous faire le top tendance de Kickstarter puisqu'on nous a fait remarquer que ça ne servait à rien de montrer des trucs qui étaient très bien financés. Nous allons ensuite passer en revue les Kickstarter des gens, des chroniqueurs autour de la table et pour finir ensuite sur ce débat du soir. Et quel débat, messieurs, dames, ce soir ? À savoir, est-ce que Kickstarter doit se faire du mouron avec les différentes plateformes participatives qu'il a à côté. Donc on donnera un peu son avis là-dessus et on finira par un petit au revoir. Est-ce que tout ceci vous va bien ? Très bien. Ouais, nickel. Eh ben c'est parti, allez, nous sommes partis dans les un peu de bruit. On va commencer avec le top tendance que l'on retrouve sur Kickstarter. Nous retrouvons un dungeon crawler qui s'intitule Barsong. Barsong, c'est quoi ? C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Des éditions, je ne sais plus, parce que je travaille très mal. Steamforge Games, voilà, c'est ceux qui ont fait Dark Souls, le jeu de cartes. 211 039 $ à ce jour. Il reste 2 semaines si vous voulez pledger là-dessus. Et c'est un jeu, paraîtrait-il, alors qu'il ne va pas relancer les codes du Dungeon Crawler, mais il joue un peu sur ce système d'avoir une campagne épique de plus de 50 heures, etc. Et le ticket d'entrée est de 75 livres, ce qui doit faire à peu près 90 €, c'est ça, pour ceux qui sont très forts dans le livre sterling. On a un peu moins. Le cours de la livre sterling a beaucoup baissé ces derniers temps, donc un peu moins. D'accord, ok. Bon bah voilà, si vous êtes adepte des Dungeon Crawler, regardez peut-être de ce côté-ci. Arrive ensuite Burn Cycle, un jeu de coop et d'infiltration où vous allez devoir vous substituer aux machines comme ça qui vont essayer de vous emprisonner. C'est de 1 à 4 joueurs, donc des robots. Vous allez jouer 282 620 $, ça fait beaucoup quand même. Il reste 8 jours, 1 semaine, donc vous avez encore le temps. L'histoire, on vous la dit pas parce que vous allez dévoiler tout ça chez vous. Et c'est quand même cher, hein. 115 $. Ça fait à peu près 100 €, 90 €, un truc comme ça à peu près. Oui. Presque autant que le nouveau Descent. C'est presque autant que le nouveau Descent, absolument, tout à fait, Tatiana. Et voilà, donc c'est du beau matos, etc. Mais bon, c'est vrai que là, on est quand même sur des gros tickets d'entrée. Arrive ensuite en tendance Pursuit of Happiness, qui était sorti depuis bien longtemps maintenant. Et vous avez en plus une vidéo sur la chaîne si vous voulez voir à quoi ça ressemble, qui a été aussi traduit en français à la poursuite du bonheur. Et là, ils reviennent avec une big box ainsi qu'une expansion nostalgie. 130 820 $ au compteur avec 23 jours restants, donc vous avez bien le temps sur celui-ci. C'est fait par Artipia Games et là le ticket d'entrée est à 40 $. Donc là on descend un tout petit peu et on est bien content. De 1 à 5 joueurs, voilà, c'est un peu une sorte de cube en bois très simple.
Si vous aimez ce genre de choses, allez peut-être voir du côté d'Arpedia Games. Arrive ensuite... $40, juste Oui. pour l'extension, $40. Je pense, oui, je pense. La Big Box, un truc comme ça. Je pense que c'est ça. J'ai pas tellement suivi, je t'avoue, parce que je m'en fous, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est à peu près ça. Oui, alors la Big Box à $40, c'est effectivement le jeu de base. Le C'est la programme. grosse il y a le boîte jeu de avec base l'extension. Non, c'est la grosse boîte avec l'extension pour mettre le jeu de base dedans. Oui, Oui. donc Et les c'est stretch goals. Ah, tu es revenu. Ah bah oui, mais je suis là. Ah, mais mais oui. c'est formidable. Bienvenue à toi. J'étais caché. Bienvenue à toi dans cette Bonjour à émission. tous. Arrive ensuite Upzone, The Pop-Up Wargaming and RPG Terrain System. Et ça va plaire à Raph parce qu'il aime bien tout ce qui est comme ça, décor 3D pour jouer à des figurines. 135 509 $. Vous avez encore 22 jours. C'est fait par Everything Epic. Tout ce qui est épique, tout est épique. Et vous allez dépenser, et là je crois que c'est quand même cher encore, c'est $100. Là on est sur des gros tickets d'enfoirés. Ça fait quand même beaucoup très cher. Et c'est tout ça bien évidemment, c'est pour 2021, etc. Arrive ensuite 2 jeux de rôle. Le premier qui est très surprenant, il s'agit de Thirsty Swords Lesbians, qui a fait un excellent score, parce que vu le cara design et des trucs, c'est pas non plus si attachant que ça. 227 491 €. Il vous reste 26 heures avant la fin. Donc si j'arrive à monter la vidéo très vite, vous le savez, sinon, voilà, tant pis, on en aura parlé. C'est fait par Fred X Evil Hat Production, et c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, où il va s'agir d'amour. D'amour dans le JDR, donc pourquoi pas, ceux qui font du JDR autour de la table nous pourront dire si c'est vraiment un complément qu'ils aiment beaucoup dans leur partie, et c'est à peu près une trentaine, je crois, d'US $. Et arrive enfin, je crois que c'est le 6e, c'est tout à fait le 6e, je sais compter, Heroes of the Cypher System, un jeu de rôle avec des super-héros, 73 305 €. Il vous reste une semaine, non, un mois, 30 jours, j'étais en train de voir les 1. C'est fait par Montecoke Games et il faudra débourser la somme de à peu près 50 $, parce que vous avez des trucs à 30 et 10, mais je crois que c'est les PDF qu'on doit vous envoyer directement. Ou alors c'est que des PDF, et carrément j'ai mal lu, donc il est possible que ça soit aussi que des PDF. Et moi j'en ai fini avec ça, je vais reprendre même ma respiration, et je vous laisse un tout petit peu parler s'il y a des choses qui vous attirent, ou alors pas du tout, mais très brièvement. Nous n'allons pas non plus épiloguer 20 milliards de temps. Je sais que le jeu de rôle, il y a déjà 2 têtes qui commencent à opiner du chef pour les autres. Alors peut-être que Pursuit of Happiness, voilà, ça n'a pas trop parlé, parce que c'est juste une extension et une grosse bingo. Ouais, mais c'est quand même un jeu sympa, hein, le Pursuit of Happiness. Moi, j'en ai de bons souvenirs de mes parties. J'y ai pas beaucoup joué. Alors après, c'est vrai que les big box. Après, là, c'est surtout l'extension qui sera peut-être intéressante, mais il y en a déjà quelques-unes qui étaient sorties. Ouais. Oui, il y en a plein même. Déjà au moins 2, 3-4, ouais, quelque chose comme ça. ouais, clairement, Ouais. voilà. Donc bon, est-ce qu'il y a besoin d'autant d'extensions? Je suis pas sûr. Enfin, j'ai pas assez meulé le jeu de base, non. Prochain On débat, peut voir. est-ce que des jeux avec des extensions sont synonymes d'un jeu de base mauvais? Ok, bon, sinon les 2 jeux de rôle, du coup, est-ce que ça vous enchante un tout petit peu? Là, on a 2 têtes qui font beaucoup de jeux de rôle. Notamment celui sur les lesbiennes, c'est l'amour. Grave. Non, mais en c'est pas fait, commun. le Thirsty Sword, je trouve que ça a l'air pas mal parce que ça explore des thématiques qu'on voit jamais. Effectivement, comme tu dis, l'amour, mais pas que, il y a aussi de la fight, etc. Oui. Et surtout, c'est un univers queer et ça, c'est hyper rare dans des jeux de rôle. C'est souvent dans des trucs très confidentiels que tu vas trouver ce genre d'univers, donc c'est bien que ce soit un peu un gros succès comme ça. Parce que dans les jeux de rôle, est-ce qu'il y a une notion d'amour? Est-ce que vous pouvez faire des amourettes, etc. Comme on peut voir dans Ça The Witcher, arrive. dans les jeux de vidéo, par exemple? Évidemment. Ça arrive, mais tous les joueurs sont pas à l'aise à l'idée de jouer avec ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est un truc qui peut être mis en avant. Par exemple, vendredi, on a une partie avec Raph de l'Empire des Cerisiers et il y a 2 des PNJ qui ont une espèce d'histoire d'amour sous-jacente. Donc ça existe. Et tu fais des lancers de dés, l'agilité pour voir la pénétration, tout ça. Bon, bref, c'est pas bien. Non, C'est non. pas- Rigole, mais Wow. demande à Raph, il va te parler d'un jeu de rôle de 1000 pages horrible, etc., qui est C'est vrai. uniquement basé sur ça. Ah mon Franchement, Dieu. Raph, tu le connais. Ah, c'est Non, terrible. je m'intéresse pas à ça. Non. Non, je ne lance pas de ce pain-là, madame. Sérieux, tu connais pas? Je crois que ça s'appelle Fatal, il me semble, ou un truc horrible Ouais. comme ça. Effectivement. Il y a des sujets en jeu de rôle où je passe très vite. Hein.
Non, merci. Ça y est, personne Bah, par veut, contre, personne veut revenir j'ai sur juste quelque ajouté chose. sur le, Mais bon, soit. sur ton sixième, là, le jeu de rôle sur les super-héros, il faut savoir qu'il existe déjà le jeu de rôle Icons, qui existe aussi en français et Mhm. qui parle des super-héros et qui est aussi très bon. Donc, au cas où, là, celui-ci est en anglais, je crois. Donc, si vous voulez une VF, bah, vous avez, l'équivalent en VF, vous avez Icons, qui est très très bien. Et c'est chez qui ça Asylum, c'est un truc ou Blood Books qui fait ça? Qui donne Je ça? sais plus du tout. Alors, j'ai pas le nom par cœur de. J'ai pas dit tout ce nom-là. D'accord. Personne veut revenir un peu sur les tendances là? On voit un peu tout. Ce Alors, qui est intéressant, c'est qu'on voit tout et enfin on voit du jeu de rôle, on voit des jeux de figurines mine de rien, et on voit aussi bon un peu des petits plateaux modulaires, tout ça pour des battle maps en 3D. Donc ça touche un Alors, peu à tout. C'est sympa ça de voir ce genre de truc. ça, je voulais en revenir là, sur tes pop-up de trucs. C'est surprenant, parce qu'on a envie de dire, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Parce que j'explique pour les joueurs de figurines, c'est tout. Enfin, là, en fait, sur les pages que je suis de joueurs de figurines, c'est tout le monde est en train de regarder ça d'un œil un peu circonspect, parce qu'effectivement, c'est intéressant, parce que ça prend pas de place pour te faire une map. C'est pas lourd non plus, mais on ne sait pas comment ça va vieillir ou quoi que ce soit. Après, il faut savoir que c'est pas le premier à utiliser ce genre de décor en carton. Tu as Fold. Alors attends, je regarde, je retrouve le nom. Tu as Tenfold, et d'ailleurs, ça va sortir en France très vite, je crois, début de l'année, pour justement, où c'est la même chose, ils prennent une boîte avec, dedans, tu as plein de petites boîtes et ça te fait un terrain. C'est un autre moyen de faire des décors pour les figurines. Et là, celui-ci, j'attends de voir la fin. En fait, j'attends les retours. Je vais pas le prendre parce que le ticket d'entrée est assez cher et j'ai suffisamment de tables comme ça. Mais je suis impatient de voir le rendu final. Puis il y en a d'autres, hein. Il y a Core Space aussi qui propose des décors, etc. avec du petit carton. Donc il y en a beaucoup d'autres. Ok, bon bah écoutez, si personne veut revenir sur ces tendances, moi je vous invite à prendre la parole pour vous exposer les petits Kickstarter que vous avez pu voir en ces 2 semaines d'absence. Qui commence? Nous avons commencé avec je sais plus qui la dernière fois. Qui avait parlé? C'était Lily? C'était moi là. Eh ben alors tu Lily, reprends la ouais. parole, c'est parti, c'est pour toi. Ah ok, ça marche. Moi je vais parler d'un jeu de déduction à rôle caché, un peu dans la même veine que Secret Hitler. C'est Feed the Kraken. Et sauf que cette fois-ci, on va pas avoir 2 factions, mais 3 factions asymétriques qui vont se retrouver dans le même bateau. On va avoir des marins, des pirates et des personnes qui vouent un culte au Kraken. Et chacun va vouloir aller dans une direction différente. Les marins voudront aller au bon port, les pirates voudront aller dans le triangle des Bermudes, et les fanatiques du Kraken, voudront aller vers lui. Comment ça va se passer concrètement? Chacun va recevoir un rôle caché au début de la partie, comme la plupart des jeux, et il y aura que les pirates qui se connaîtront entre eux. Les autres devront chercher leur coéquipier tout au long de la partie. Pour la navigation, à chaque tour de jeu, le bateau se dirigera dans l'une des 3 directions possibles. Et pour choisir la direction, il y aura un capitaine, un lieutenant et un navigateur. Donc 3 personnes cette fois-ci. Le capitaine va piocher 2 cartes de direction, va en choisir une et va la garder secrètement. Le lieutenant va faire la même chose et la carte choisie par le lieutenant et par le capitaine va être donnée au navigateur. Et là, le navigateur va devoir prendre la décision finale. Donc ça va amener à des débats sur qui a fait le choix de la direction vraiment et qui va devoir être responsable à l'avenir. Ici, ensuite, derrière, faudra un peu jouer des mots, comme dans la plupart des jeux à rôle caché, pour prendre un peu le pouvoir, mais pas seulement, on va pouvoir jouer des armes et enclencher une mutinerie si besoin. Moi, ça m'intéresse beaucoup, et ça se joue entre 5 et 11 joueurs, et les parties vont durer entre 45 minutes et 1h30, comme la plupart des jeux. La livraison du jeu est prévue pour juillet 2021, donc avec un peu de chance, on aura de nouveau le droit de jouer avec des gens. C'est designé par 3 personnes, Hans-Joachim O, Michael Chenet et Tobias Imisch. Le jeu de base est à 47 € et le jeu de luxe est à 79 € avec les figurines, ce qui fait très cher pour un jeu comme ça, mais moi ça me plaît vraiment beaucoup. Ok, merci beaucoup pour cette grande présentation bien complète. Mais j'ai trop envie de jouer. Non mais oui, mais je vois ça, je vois ton engouement et ton excitation à distance. Mais oui, je vois ça. Donc on sait que J'adore Secret Hitler et je suis contente de trouver un jeu différent avec 3 factions cette fois, plus un déplacement sur le plateau. Et en plus, les jeux vont pouvoir évoluer, enfin les rôles vont pouvoir évoluer, vu qu'il y a un fanatique qui va essayer d'engrainer et de trouver d'autres coéquipiers qui vont rejoindre le culte du Kraken. Donc en fait, finalement, tes alliés vont peut-être pas rester alliés jusqu'au bout, quoi. oui, Le culte. c'est une variante du coup qui te fait un peu plus envie. Ouais.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont adeptes de ce genre de jeu autour de la table ou pas? Oui, toi, je sais, toi, mais oui, c'est normal, ça. C'est génial. Moi, Déjà, j'adore sa les parole jeux à de Tatiana. trahison. Je trouve ça génial. J'ai un amour immodéré pour Battlestar Galactica, qui est un peu long. J'aime Ah oui, mais énormément ça... Résistance. Et ça me fait penser à un mix un peu entre Résistance et Human Punishment, le fait de constituer des équipes, mais aussi le fait que tes rôles peuvent changer en cours de partie. Ça, c'est un truc dans Human Punishment qui est juste absolument sale. C'est génial. Je trouve ça vraiment cool. Donc ça m'intéresse. Après, est-ce que c'est un truc où j'ai besoin d'avoir des figurines et tout ça? I don't know, mais je vais quand même jeter un œil. Ouais, il y a deux niveaux de pledge, hein. Il y a le pledge avec figurine, le pledge sans. Effectivement, moi je suis d'accord, on n'a pas spécialement besoin. Enfin, c'est pas le cœur du jeu. En fait, quoi, dans c'est le pas ça pledge qui de nous base, il y a intéresse. juste le bateau et c'est suffisant, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ouais, l'idée ce serait de partir sur le pledge de base, mais ouais, il y a de quoi faire, quoi. La thématique est bonne, les 3 rôles, le changement de rôle en cours de route. Ça donne envie. Ouais. Bah, on voit très bien que le pledge, en fait, ça a été fait que pour vendre de la figurine et puis salut, quoi. Étonnant sur ce style de jeu, quoi. Vraiment surprenant, on va dire. Ok. Si personne veut ajouter, on va passer peut-être à l'autre écureuil à côté, parce que comme ça, on finira avec eux, ils parleront plus. Monsieur Ben, encore un jeu de cube en bois à côté ou pas du tout cette semaine? Et attention. Aujourd'hui, un petit mix. Je vous présente un jeu de gestion de ressources mêlé à un jeu de type 4X. Donc, je vais vous présenter Eclipse Second Dawn for the Galaxy. Ah, mais vous en avez fait une vidéo, vous, non? Voilà. On va a dire fait une vidéo qu'on a fait une règle. vidéo règle. Et là, je pensais vous en parler parce que c'est quand même un excellent jeu et ça méritait qu'on en discute un petit peu. Donc, Eclipse, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de style 4X, donc 4X qui signifie donc explore, exploit, expand et exterminate. Donc c'est en gros les 4 actions de base qu'on peut faire dans le jeu. L'objectif dans ce jeu, ça va être de développer une dynastie galactique, hein, on est dans l'espace, on est dans les années 30 000, et on s'affronte entre dynasties pour voir laquelle va régner sur la galaxie. Donc, jusque-là, space opéra de base, on va dire ultra simple en termes de thématique, on n'est pas dans des trucs extravagants. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu est très très bien construit. On a des factions qui sont asymétriques, donc chaque joueur au début va choisir un peuple, donc soit un peuple alien, tout le monde a des pouvoirs différents, soit un peuple terrien, dans ce cas-là, tous les peuples terriens sont identiques, et on va partir d'un secteur de départ, qui est en fait une tuile hexagonale, hein, qu'on va placer au milieu de la table, donc il n'y a pas de plateau central, hein, c'est un peu le cœur du truc, hein, il n'y a pas du tout de plateau central, ça sera constitué uniquement par les tuiles hexagonales qu'on va dévoiler au fur et à mesure. Donc tous les tours, on va avoir, donc le jeu se déroule en 8 manches, chaque manche est divisée en 4 phases différentes. Pendant la première phase, on va tous faire des actions tour à tour. Donc soit on va explorer de nouveaux secteurs, soit on va pouvoir déplacer nos vaisseaux, les améliorer, on va pouvoir développer des nouvelles technologies, influencer les différents secteurs, en prendre le contrôle, etc. Deuxième phase, ça va être la phase de combat, où là on va résoudre en fait les conflits qui vont se trouver sur le plateau, c'est-à-dire à partir du moment où on va être 2 sur un même endroit, il y a conflit, hein, on peut pas rester à 2 sur un même secteur sans qu'il y ait de problème. On résout les combats en utilisant des dés. Alors, particularité un petit peu du jeu, entre guillemets, on n'est pas du tout adepte des dés, nous, et vraiment pas du tout. Et là, pour l'occasion, la section de combat est très très bien construite, c'est vraiment agréable de résoudre les combats. On sait avec quoi on part, on a un certain nombre de dés qui ont des phases bien définies et tout. On sait qu'on a tant de chances de gagner le combat, après on y va, on se dit bon bah je suis théoriquement plus armé que lui, ça devrait passer, puis des fois ça passe pas. Donc voilà, c'est quand même le petit twist sympa. Et ensuite, troisième, quatrième phase, on remet un peu tout en place, on paye des coûts d'entretien. Mais voilà, en 8 manches, c'est plié. Donc, on y joue de 2 à 6 joueurs. L'intérêt, ça va être de jouer à un petit peu plus de joueurs, même si à 2, ça a tout son intérêt. Mais on va dire qu'à partir de 4, ça devient sympa, puisqu'on a un système de relations diplomatiques qu'on peut établir, c'est-à-dire des alliances, en fait, entre différentes factions qui vont nous avantager et qu'on va pouvoir briser à un moment donné. On parlait tout à l'heure de la trahison, Tatiana. Là, on va pouvoir effectivement à un moment donné faire une agression sur le joueur avec qui on s'est allié, et puis simplement, ce sera terminé. Il n'y aura plus d'alliance entre nous. Donc voilà, à partir de 4 jusqu'à 6, je pense que c'est vraiment là où le jeu exprime son plein potentiel. Il y a un fort aspect de gestion de ressources assez présent. Beaucoup de gens le comparent à Twilight Imperium, qui est un autre très gros jeu 4X.
La grosse différence, c'est vraiment l'aspect gestion de ressources qui est nettement plus important. On dépend quand même énormément de ressources qu'on va aller chercher sur le plateau. Voilà, ça va être la grosse différence. Dure entre, allez, on va dire, à 2, on a mis une grosse heure. Jusqu'à 6 joueurs, je pense qu'on peut aller jusqu'à 3 heures quand même facile. Voilà, à partir de 12-14 ans, hein, je pense. Et c'est un jeu qui a été réédité, qui existait déjà en 2011. Raph a l'ancienne version. Paris Starry, c'est ça. L'Otapélite. Alors, l'Otapélite à la C'est- base, et je pense que ça a Istari. été localisé la première fois par, je ne sais pas, à vrai dire. Istari. Istari. Istari, voilà, Istari. Vous avez raison, tout à fait. Et cette fois-ci, c'est localisé donc par Matago, qui passe pour l'occasion, puisqu'on en arrive là, on parle quand même de jeux sur des plateformes de financement participatif, qui passe pour l'occasion par Game on Tabletop, qui est une plateforme de financement française, D'accord. qui est gérée par Black Black Book Book. Edition, donc qui est un éditeur de jeux de rôle, et dont on parlera certainement un peu plus à la fin de la vidéo, pendant le débat, justement, parce que on va en discuter avec les menaces pour Kickstarter éventuelles. Ok, merci. Donc, voilà. Quelle présentation bien complète comme à ton habitude. Et je rappelle d'ailleurs que si vous voulez avoir plus d'infos, il y a leur vidéo du coup qui dure 1 heure. Hein. Oh là là, c'est un long film. Alors, attention, c'est de la règle, effectivement, de la règle pure et dure. Il y a de la présentation du matériel, de la mise en place et tout. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Il y a 40 grosses minutes de règles, mais on n'a rien sans rien, quoi. Ok, quelqu'un veut revenir sur ce. Oui, Moi. je savais, toi je savais. Je regardais les trépigne autres. depuis tout Je à l'heure. regardais les autres intervenants et je me suis dit pitié qu'il ne soit pas le seul. C'est- Allez, vas-y, lâche-toi. Déchaînons Lâche-toi. les enfers. Donc effectivement, Eclipse, là, c'est une réédition de 2011. Et comme tu le dis, il faut savoir que l'auteur du jeu à la base adorait Twilight Imperium, mais le trouvait trop long et trop lourd et a fait une version light et un peu Eurogame du jeu. C'est pour ça qu'on arrive à ça. Effectivement, c'est Ilopédie qui a fait le truc, et en France, c'était par Istari. Et là, c'est Matago qui fait un Kickstarter catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Il voulait le dire. Ah non, mais moi, je vais mettre les pieds dans le plat direct. Donc, juste pour expliquer, effectivement, il y a déjà eu un Kickstarter de la version anglaise pour cette seconde édition par Colossal Game. Oui. Et donc, Matago, qui fait la version française, a décidé de passer aussi pour vendre son stock par Game on Tabletop. Et propose, donc, mais il tease de tous les sens. Et il y a seulement en fait 150 boîtes qui sont fournies avec 6 stretch goals de la version du KS américain sur la dizaine de proposés. Ah oui. Même pas tout, hein, seulement 6. Alors, c'est peut-être des accords avec Colossal Game ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais il n'y en a que 150. Les 150 sont partis en l'espace d'une demi-heure, je crois. Je sais pas, j'étais au travail en fait. Quand je suis arrivé le soir, moi, Très, très rapide. tout était déjà pris. Ouais. Là, au moment où on parle, ça fait 8 jours que le KS est lancé. Et donc, ils ont vendu les 150 boîtes en l'espace d'une demi-heure. Et depuis 8 jours, ils ont dû vendre 60 boîtes de base sur les 1300. Ok. C'est pas beaucoup. C'est une catastrophe, si tu veux, là-dessus. Et c'est normal. Je comprends pas que tu fasses un projet participatif pour ça, en fait. C'est bon, c'est prévendre son stock. Alors que. Et puis. Oui, c'est une précommande, hein, c'est pas. Ouais, enfin, C'est vrai, oui. c'est même pas du participatif, c'est carrément une précommande. Bah oui, là, c'est pas ça du tout. En fait. Oui, C'est alors, même ça, pas- d'ailleurs, les C'est 60 assumé personnes. même, je crois. Je veux pas C'est leur taper assumé, dessus, même. mais faut pas qu'elles jouent à des jeux de gestion. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas le trouver en boutique, le jeu, souvent, tu as droit à tes 10% de réduction. Donc, le jeu qui est à 140 €, tu vas le trouver à 126 € en boutique ou sur n'importe quel site internet avec des frais de port offerts. Et donc, le payer, le prix éditeur, si tu veux, sur la plateforme, je trouve ça. Enfin, bref. Ouais, mais à ma connaissance, de ce que j'avais discuté avec eux, ils ont peut-être changé leur fusil d'épaule entre-temps. Ils n'avaient pas l'intention de le vendre en boutique, ils le vendaient uniquement sur KS. Donc tu n'es pas censé le retrouver en boutique, sauf s'il y a des boutiques partenaires, c'était ça l'idée, à la base. Enfin, là, pour le moment, il reste 1300 boîtes, 1400 boîtes. Effectivement, je pense qu'on va le retrouver en boutique, hein, parce que ils vont avoir du mal à vendre le stock. Là. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est un peu étrange. Par contre- c'est un moyen détourné. C'est une utilisation détournée de Game on Tabletop, en fait. C'est ça qui est un peu, Bah oui, un oui. peu gênant. Et c'est dur à justifier, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on explique qu'on passe par cette plateforme pour faire juste une précommande? Ça n'a Mais, rien à voir avec... mais moi j'ai une question, je comprends pas. Comment ça se fait qu'ils ont vendu en 30 minutes 150 boîtes du jeu en anglais et ils en vendent Non, 60
Non. Ils ont vendu Ah, 150 boîtes du jeu avec les stretch goals qui étaient fournies sur la version anglaise en fait. Et les 105, les autres boîtes, c'est juste les boîtes de base. En fait, ils ont dit voilà, il y aura que 150 boîtes avec des stretch goals du KS du KS officiel si tu veux de la seconde vague. Donc il n'y a pas de stretch goal dans les versions qu'ils proposent là maintenant. Non, ils ont été limités en fait dans leur stock, ils en avaient que 150 et du coup ils ont proposé et c'est parti tout de suite en fait. En fait, c'est le early bird de l'enfer. C'est le early bird qui était cher quand même. un peu bizarre. Enfin, c'est étrange en fait. Effectivement, c'était sûr. Enfin, les gens qui vont sur Kickstarter, ils prennent le all-in. Enfin, ils sont pas fous. Enfin, on le voulait aussi. D'ailleurs, et on notez qu'il y a quand même 30 € de différence en fait entre les deux pledges. 30 € sur un pledge de base à 140 €. Donc on passe de 140 à 170. On n'est pas à 30 € près. Hein. On y va. Hein. Tout le monde. Hein. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça que les 150 sont vendus. Bien sûr. Mais du coup, j'ai vu plein de personnes qui disaient j'ai pas eu le all-in, donc je prends pas le jeu de base. Bah oui. Après, ceux qui n'ont pas la première version du jeu, franchement, si jamais vous le trouvez pas en boutique, je pense qu'il faut le commander parce que le jeu est vraiment bien. Super. Le matériel est incroyable. Enfin, vas-y, Raph. J'allais en revenir là-dessus. Le jeu, ça reste un monstre ludique. C'est-à-dire que je le conseille vraiment. Effectivement, comme tu dis, à 3, ça passe encore. Mais effectivement, à partir de 4, c'est le meilleur. C'est vraiment un truc énorme. J'ai toute la V1 avec les extensions et tout ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, effectivement, si vous n'avez pas la V1, si vous ne pouvez pas avoir la V1, effectivement, prendre la V2, c'est comment dire. Je vous le conseille franchement parce que c'est vraiment pour moi un de mes gros coups de cœur ludiques ce jeu-là. C'est un euro trash comme j'appelle, un mélange des deux systèmes, les dés avec de la gestion. C'est vraiment un bonheur sans nom ce truc-là. Par contre, pourquoi ils mettent à partir de 2 joueurs au final si c'est pas mais en fait, pour nous on a bien aimé à 2 joueurs. Mais nous on a bien aimé à 2. Alors à 2, je t'explique, tu commences en fait, tu as un truc central et tu commences carrément l'opposé. Donc tu as le temps de te développer. Moi, ce que je trouve à 4, c'est que moi, j'ai fait une partie exceptionnelle où la fois d'avant, il y en avait 2 qui s'étaient frités. Et je me suis retrouvé, en fait, entre les 2 qui se sont frités. Et j'ai fait. J'ai servi de dommage collatéral, si tu veux. Donc, j'ai rien vu de la partie. Mais c'était super drôle, quoi. Mais bon, il y a un côté un peu plus Eurogame, en fait, à 2. Et parce que tu as le temps de te développer dans ton coin, etc. Et c'est pour ça que ça nous plaît, très peu de combat, du coup. En fait, il y a des combats contre du non-joueur. On est venu se chercher à la fin, mais enfin, voilà, quoi. Et, ouais, c'est ça. Et il y a quand même une amélioration du matériel dans la deuxième version, qui est le plateau joueur est quand même vraiment mieux dans la deuxième version. Et tu disais qu'il y avait un équilibre. Il y a certaines tuiles qui ont été équilibrées effectivement par rapport à la V1. Il y a des tuiles techno qui ont été un petit peu remises dans le contexte parce que qui étaient presque des achats automatiques en V1. Alors corrige-moi si je me trompe, hein, Raph, j'ai joué qu'une seule fois à la V1, mais il y avait le truc qui filait 2 coques là notamment qui était relativement fort dès le départ et qui était presque un achat obligatoire, qui a été remis un petit peu d'équerre. On lui a donné un de consommation d'énergie. Enfin bref, on a équilibré les prix. Je me permets juste d'intervenir parce que voilà, on a fait quand même le tour et c'est juste qu'on se fait un peu chier en vous entendant en fait. Donc on essaye un peu. Je vais juste terminer par dire, parce que c'est ça, enfin moi actuellement, vu la période qu'on est actuelle, où les boutiques ont un peu de mal, je vous demande de ne pas... Enfin, c'est le mieux, attendez qu'il arrive en boutique pour acheter le jeu en boutique. C'est tout ce que j'ai comme signal à donner. C'est bon, ils ont vendu leurs 150 boîtes avec les stretch goals. Ils sont financés à 124%. De toute façon, ça se voit. Les joueurs, on le voit bien. Et ça n'a pas bougé depuis une semaine. Et c'est comme ça va être comme ça jusqu'au 15 décembre pour moi. Ok, merci beaucoup. Attendez que les boîtes arrivent en boutique. Et en boutique, vous allez voir votre on attendra. Et vous lui demandez d'acheter la boîte. Parce que le jeu, il vaut le coup. Je te coupe maintenant parce qu'il faut vraiment finir là-dessus. On a encore du monde à voir. Et puis, c'est pas non plus le jeu Eclipse 1 de cette émission. Merci beaucoup. Si vous aimez Twilight Imperium, allez voir la vidéo de Ben et Lily. Et puis, vous verrez grosso modo si c'est fait pour vous ou pas du tout. En tout cas, merci Ben d'avoir pris autant de temps sur les autres. Nous passons à Tatiana. C'est la fin de cette émission. Tatiana, je me permets de revenir vers toi parce que je sais que tu vas faire court et très clair. Qu'as-tu vu cette semaine ou alors la semaine dernière qui a pu mettre ton œil aiguisé comme ça sur Kickstarter? En fait, moi, je suis presque surprise que Ben et Lily ne l'aient pas présenté. Moi, c'est Star Scrappers Orbital, qui est un des nouveaux jeux de Jacob Frixelius, le mec qui a fait Terraforming Mars, entre autres. Ce qui me parle, c'est que c'est un jeu qui est à la fois engine building, placement de tuiles, placement d'ouvriers, et on est dans un truc qui a l'air d'être pas tout à fait de l'expert, mais déjà du jeu un peu exigeant, un petit peu à la frontière d'un
Terraforming Mars simplifié et d'un Galaxy Trucker plus sérieux. Donc c'est assez sympa. Au niveau du design, moi je suis pas fan parce qu'ils sont en train de trouver que c'est incroyablement beau, bien fait, que l'artwork est fabuleux comparé à sa première version parce que c'est une réédition. Mais je trouve pas ça ouf. Mais par contre, ça reste quand même relativement plus beau que Terraforming Mars. Et l'avantage, c'est que c'est surtout un jeu qui va être localisé en français. Donc, on peut pledger pendant la campagne. Et après, dans le Pledge Manager, tu peux choisir d'avoir ta version française. Ils sont en coopération avec Abby Games. C'est un truc qu'on voit de plus en plus. Tu proposes un KS, mais tu as déjà des partenaires pour faire des localisations. Donc là, c'est déjà le cas. Abby Games, qui est un tout nouvel acteur dans le monde ludique. Et pour l'instant, ils ont déjà fait un beau score. Je vais reprendre la feuille parce qu'évidemment, je ne l'ai pas retenu de Oui, mais tête. c'est pas grave. C'est 64 000 €, donc ils sont bien financés parce que leur objectif de base c'était que 15 000, 1200 contributeurs et un jeu de base à 32 €. Sachant que le truc part de Pologne, en Europe on aura une livraison avec genre 11 balles de frais de port, donc rien du tout. Et c'est du 1 à 5 joueurs, plus ou moins 1 heure, je crois, ouais c'est ça, et à partir de 10 ans. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu intermédiaire, mais avec un petit peu l'esprit TM, mais en moins complexe. Et ça c'est livré pour quand, grosso modo, de quelle année? 2021, je présume? Est-ce qu'ils Ouais, ont donné un mois? ils prononcent mai 2021. Je pense D'accord. que c'est aussi une question de se rassurer parce qu'ils disent que le jeu est terminé. Il n'y a aucun stretch goal qui est proposé parce qu'ils disent on veut pas l'améliorer, on veut juste le localiser. Et donc il n'y a pas de stretch goal. C'est mai 2021. Je pense que c'est aussi lié non seulement à des impératifs de production, mais surtout le plus loin possible de la crise du Covid en fait. Oui, bien sûr. Et c'est très surprenant, ça, de voir qu'il n'y ait pas de campagne avec des stretch goals. C'est même honorable, en fait, hein, quand tu vois. Mais moi, je trouve que c'est plus honnête, tu vois, parce qu'ils disent on a quand même une petite exclue pour les gens qui l'achèteraient via nous, c'est qu'on vous donne une petite extension de personnage qui n'existera pas dans le commerce. Mais tu vois, c'est vraiment un tout petit bonus, mais pour dire bah, soutenez-nous, mais on va pas vous faire crouler sous les tas de stretch goals débiles. Si on trouve que le jeu est déjà bien comme il est, que pour nous il est fait en fait. Eh ben, Juste on le réédite. Bah franchement, c'est vachement louable, quoi, parce que les mecs devraient prendre conscience de tout ça, et ça sert à rien de rajouter des stretch goals qui te font ensuite miroiter des trucs, alors que c'est juste pour rééquilibrer un jeu à côté qui n'est même pas fini et qui t'est poussé là-dessus. Ok, merci infiniment. Oh là là, mais quel plaisir tout le temps d'avoir des trucs très clairs et très concis. Qui veut intervenir très rapidement? Je le dis, hein, très rapidement là-dessus. 6 personnes, on passe à Joël. Et pas pour dire que Terraforming Mars c'est beau, hein. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas pour ça, c'est même pas pour ça. Allez-y, les deux Bah, soirs. un petit doute quand même sur ce jeu parce que moi quand j'ai vu Jacob Frixellus je me suis dit oui et en fait apparemment ça n'a pas vraiment fonctionné la première fois et du coup je sais pas si ça va être bien. J'ai un petit peu peur et j'ai aussi peur que ce soit pas assez que pour tous ceux qui ont joué à Terraforming Mars ils soient déçus en termes de difficulté en fait, que d'un coup ils se retrouvent avec un jeu moins profond que Ça n'a rien TM. à voir, hein, je pense. Oui, mais je pense qu'on va avoir le même phénomène que quand Antoine Boza a sorti Tokaido, les gens ont fait « Oh là là, mais c'est beaucoup plus facile que Seven Wonders ou que Ghost Stories ». Bah oui, mais un mec, il peut pas toujours faire le même type de jeu, ça n'a aucun intérêt en fait. Mais aussi, le truc, c'est que ça n'a pas marché à l'époque quand c'est Freaks Games, je pense, qui eux-mêmes l'a édité, tout simplement parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore assez nuls en fait, ils n'avaient pas autant d'expérience que maintenant. Donc le truc aussi, c'est que ils sont, entre-temps, ils sont développés, ils ont appris de leurs expériences et de ce que c'est de gérer un stock, de mettre un jeu en avant, de faire du marketing. C'est pas non plus les stars du marketing, on peut dire ce qu'on veut. Si TM est aussi connu, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à toute leur localisation. C'est de là que ça vient le méga succès du jeu. Clairement. Et puis ils ont amélioré largement par rapport à la V1 d'Orbital, hein, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs, hein, qui avait un autre nom, qui était le même principe et tout. Le jeu était, allez voir la page BGG, c'est faut s'accrocher, faut avoir envie pour l'acheter. C'est laid à mourir. Hein. Oh la vache, mais c'est là, chaud la braise. Là, c'est un peu plus. C'est vraiment pas mieux ouf, mais c'est propre en fait. C'est vraiment mieux que la V1. T'as l'impression que c'est fait par ton petit frère graphiste de 14 ans. Exact. Ça donne pas envie, les gars. Waouh. Mais je mets quand même une grosse réserve sur le jeu. J'ai lu les règles là, juste avant l'émission là. Ça m'a pas spécialement branché. Vous construisez un vaisseau spatial. Le pitch, c'est ça. Vous construisez un vaisseau spatial. Tous les tours, vous avez des actions qui vous permettent d'améliorer votre vaisseau spatial, de prendre des cartes événements qui vont faire arriver des trucs sur la map, ou alors de développer votre vaisseau, de prendre des nouvelles pièces et de les payer, tout ça.
Donc du coup, ça se joue voilà en 5 manches. Ouais, tu vas On pas fait nous ça faire la toutes les manches. présentation, rassure-moi. Hein. Tu nous fais pas la présentation, là, rassure-moi. Je m'arrête là, mais D'accord. je maintiens je maintiens le doute vraiment. Ça m'a pas du tout branché, mais vraiment à la lecture des règles, je me suis dit c'est non et je maintiens. Et Ok. je pense que le nom de Jacob Frixelius, en gros, sur la vignette de la campagne, c'est un peu moche. Ok, ça Voilà. marche. Merci infiniment, Tatiana, de nous avoir présenté ton Kickstarter. Donc, si vous aimez ce genre de choses, bien évidemment, allez voir sur la page en question. Monsieur Johan, avant que le son ne coupe et la caméra s'éteigne, donne-nous ton caisse Alors. de la semaine. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau jeu en financement participatif de l'éditeur Triceratops qui s'appelle Pachacuna. Il commence à faire je du vais remer- bruit, celui-ci, dans les ondes. Je vois beaucoup. Il fait grave du bruit. beaucoup de choses. Il a été mis en avant un petit moment là sur la page, sur Kickstarter. Il marche énormément bien. On les remercie. Ils nous ont envoyé un proto. J'ai pu essayer le jeu et je l'ai non seulement essayé, mais joué énormément depuis qu'on l'a reçu. C'est un jeu donc exclusivement 2 joueurs à partir de 8 ans. Les parties sont assez courtes, autour de 30 minutes. En fait, chaque joueur contrôle 1 à 3 lamas de sa couleur, donc blanc ou noir. Il va les faire voyager de village en village dans le but de livrer des ressources et les revendre. Donc le but du jeu, c'est d'être le premier à avoir une ressource de chaque couleur. Donc la particularité, c'est qu'en fait, les lamas noirs ne peuvent se déplacer que sur les espaces montagnes, alors que les lamas blancs, eux, peuvent se déplacer sur les plaines uniquement. Et le plateau, en fait, il a des tuiles hexagonales qui, à chaque tour, en fait, on peut leur faire une rotation, les tourner, afin de se frayer un chemin et faire avancer son ou ses lamas. Et en même temps, on va bloquer le passage à l'adversaire. Alors, moi, après plusieurs parties, je peux vous dire que je trouve ça absolument génial. J'ai vraiment adoré le jeu. Alors déjà, c'est hyper interactif. C'est très confrontatif, en fait. Donc c'est du pick-up and deliver, c'est du jeu, comment on pourrait appeler ça, de livraison, je crois, un truc comme Oui, ça en c'est français. ça. Pick and delivery, ouais. Voilà. Donc on vient livrer en fait on vient chercher des ressources, on va les livrer dans le but de les vendre. Alors il y a un petit côté abstrait qui est pas du tout désagréable. Moi je trouve que derrière l'aspect très simple des règles, enfin voilà, le jeu est très accessible. En 3 minutes on a appris les règles. Il y a énormément de profondeur, il y a un côté très stratégique au jeu. Visuellement, il est superbe en plus, moi j'adore. Voilà, moi je fonce à 100%, on va le pledger et j'ai réussi à convaincre quelqu'un d'autre. Donc franchement, en plus, j'ai extrêmement confiance en cet éditeur-là qui fait du bon boulot. Il avait livré Darwin Choice et son extension dans le Ah passé. oui, c'est vrai. Un super jeu également, hyper bien illustré aussi. Donc je recommande chaleureusement, vraiment. Et il est à combien le ticket d'entrée sur cette campagne? Je crois qu'il est à 37 €. 37 €. Et c'est pour une livraison qu'en fin 2021, cet été? Alors, juin 2021. Bon, bah, c'est cet été, c'est rapide. Ils se laissent du temps et en général, ils sont pas en retard. Ils communiquent très très bien. Et le matos, alors déjà, moi j'ai reçu le proto, même sous forme proto, le matos, il est cool. Vous voyez, c'est de la grosse tuile, surélevé avec un emplacement en montagne. Et c'est voilà, pourrait de. Oh. Ah oui, là, Donc on est vraiment sur du super, matos. super jeu. Ok. Je recommande, mais vraiment, vraiment, si vous aimez jouer à 2, c'est nickel. Merci Super beaucoup, Johan. Est-ce que quelqu'un voudrait revenir là-dessus pour un complément d'info ou alors peut-être donner son avis sur ce titre? Merci infiniment. Nous allons passer du coup sur le dernier, sur Raphaël. On n'ose pas. Bon, déjà que vous avez pris beaucoup de temps. Là, on est à 1 heure de vidéo pour rien du tout. Monsieur Raphaël. Pour rien, Il est méchant. je me casse. Monsieur Raphaël, de quoi allez-vous nous parler cette semaine? Alors moi, c'est un financement sur Game on Tabletop pour un jeu de rôle. Donc c'est le jeu de rôle à Hong Kong, les Chroniques de l'étrange. Ah, ça aussi, ça fait parler. Hein. Je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, ainsi que Twitter. J'ai dû voir des trucs, mais beaucoup sur Facebook aussi. Alors en fait, à la base, c'est un jeu de rôle qui est tiré des romans du même nom, de Romain D'Huissier, si tu veux. Il a fait 3 tomes. Alors, je n'ai pas du tout lu les romans, je dois l'avouer, mais juste à la découverte de ce jeu de rôle et à la lecture du pitch, ça me donne vraiment envie
peut-être me prendre le premier tome pour voir ce que ça donne. Et grosso modo, on est sur l'époque contemporaine ou actuelle dans Hong Kong, et vous avez ce qu'on appelle des fatsis, qui sont des exorcistes, parce que la mafia utilise des démons, enfin plein de choses. Vous avez de la magie noire. Enfin, alors à la lecture du pitch, ça m'a fait penser à Big Trouble in Little China, je dois l'avouer. Forcément. Forcément. Et donc, à partir de là, j'ai un peu survolé le truc. Enfin, survolé, non. Parce qu'ils ont mis un kit d'initiation pour l'histoire de voir à peu près, qui fait 96 pages quand même. Donc, j'ai lu le truc pour voir à peu près la mécanique, justement lire un peu l'univers et tout le reste, et ça m'a énormément intéressé. Le système est un peu spécial à partir de D10, parce que vraiment, on a sur les 5 éléments, donc eau, terre, feu, air, et puis le métal. Et en fait, suivant les résultats, enfin, je ne vais pas faire le détail, mais je trouve ça assez malin et assez sympa. Et pour ceux qui voudraient, donc le premier pledge est à 10 € pour les PDF du livre de base, et puis les quelques stretch goals PDF faits. Sinon, après, vous avez le livre de base seul. Vous pouvez avoir le livre de base avec. Alors, juste moi, ce que je pense viser, c'est le livre de base avec l'écran, parce que j'adore l'écran, je trouve magnifique aussi. Là, on en est pour 60 €, et vous pouvez aller au-dessus si vous voulez, si vous prenez justement les 3 romans qui sont de l'univers, et pour vous mettre un peu plus dans l'ambiance, quoi. D'accord. Mais ça a été un coup de cœur pour moi là-dessus. Là. Ok. C'est livré quand ça alors du coup? Peut-être il y a un délai pour les PDF et ensuite pour la conception physique ou pas du tout? Ils font tout en one shot? Ouais, souvent les PDF, tu les as bien avant. Moi, je vois Capitaine Vaudou, je vous avais dû vous en parler à une époque. On a reçu les PDF il y a quand même pas mal de temps, et là, la livraison du bouquin est en train de se faire. Donc souvent, tu as les PDF plusieurs mois avant. D'accord. Parce que là, ils parlent d'une livraison en novembre 2021. Je pense que d'ici quelques mois, on aura les PDF directement, quoi. Ok. Et alors, si autre chose, c'est quand même au niveau des graphistes. Zut, j'ai oublié son nom. Xavier Colette, voilà, qui a fait pas mal de dessins, donc qui est assez connu là-dessus. Et vous avez aussi d'autres, donc c'est Cédric Lamère et William Bonatal, qui notamment ont fait les dessins sur Knight, qui est un autre jeu de rôle que j'aime beaucoup. Et en fait, juste la patte graphique du bouquin, enfin, il suffit de voir. Je vous invite à aller voir le jeu, télécharger le truc de 96 pages, et pour au moins lire en diagonale, vous allez voir. Enfin, moi, c'est graphiquement déjà juste ça. Moi, j'ai craqué. Ok. Tatiana, est-ce que tu l'as vu passer ça? Parce que nous, on fait pas de jeu de rôle, donc ça sert à rien. On va gagner du temps. Je l'avais pas vu passer, mais justement, je suis contente que tu en parles parce que c'est un univers qui a l'air hyper intéressant. Ça change un peu effectivement des classiques, des donjons, des dragons, des Cthulhu et des trucs comme ça, ou du futuriste. Là, on a quelque chose de très original, c'est contemporain, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit esprit presque comme du Nephilim, mais pulp avec des trucs secrets, etc. Donc ça a l'air assez cool en fait. Ça me parle. Je pense que je vais au moins télécharger le kit de découverte. Bah, ça change un peu sur le jeu de rôle, j'ai l'impression. Ils essayent de prendre à droite à gauche. On a vu avec le jeu d'amour, là, précédemment. Et on a l'impression que de fil en aiguille, ils essayent de choper à droite à gauche et de s'enlever de cette cloison d'heroic fantasy, sci-fi, qui ont hébercé le jeu de rôle depuis X années maintenant, parce qu'on a quand même pas mal de choses. Et c'est bien de toucher un tout petit peu à plein de trucs. Et c'est vrai que Il y a de la prise de risque, Oui. et c'est vrai que ça devient plus. Enfin voilà, ils se permettent des trucs et ça marche en fait. Je trouve que c'est intéressant, les joueurs sont en demande, ça permet de présenter d'autres univers, effectivement de sortir du toujours classico-classique. Ouais, tout à fait. Et tu m'as dit, Raph, c'est tiré de romans cette fois-ci. Donc là, encore une fois, ils sont partis chercher dans la littérature et puis ils sont partis un peu exposer les trucs. C'est ça. Ok, merci infiniment de Je t'en prie. ce petit projet. Et là, vous allez parler encore plein de fois, puisqu'il s'agit du débat. Pensez-vous, messieurs et mesdames, que Kickstarter a du mouron à se faire avec les différentes petites plateformes qui pullulent à droite à gauche? On en a parlé notamment sur des petits projets qui partent là-dessus et qui désertent Kickstarter. La plateforme Kickstarter, du coup, doit-elle se faire du souci? Se sent-elle menacée? Y a-t-il des oui et des non? Levez la main déjà pour ceux qui disent oui. Ok. Eh bien, on va commencer avec le oui. Comme ça nous laissera un peu plus de temps pour discuter envers les autres. Monsieur Ben, pourquoi doit-elle se faire du sang d'encre, du coup? Est-ce qu'elle se sent vraiment menacée pour toi? Du coup, oui, parce que t'as dit oui. Alors, vraiment menacé, c'est un grand mot pour le moment, on va dire. Ce sera plutôt à long terme. Mais en fait, l'idée du débat est partie quand même
de Awaken Realms, qui est un éditeur de gros jeux narratifs. Lord of Qui a Hellas, fait, etc. Voilà, Lord of Hellas, exactement. Et qu'est-ce qui a été livré là récemment? C'est Etherfield, je crois. Everfield vient d'être livré. Etherfield, Etherfield. voilà, très Pas bien. reçu, mais Et donc, qui va lancer un projet incessamment sous peu qui s'appelle ISS Vanguard, Oui, qu'ils qui ont est un tenu projet secret. Hein. toujours. Ils ont tenu, Comment ils ont tenu le plus longtemps possible au secret le projet Ah oui. d'ISS Vanguard. Ils voulaient même pas le communiquer, ne serait-ce que des artworks. Et je crois qu'il y a uniquement son concepteur qui connaissait en fait tout. Même les mecs à côté ne savaient pas du tout ce dont il était question. Après, il y a toute une hype aussi qui s'est faite là-dessus. Ouais, ils font un gros travail autour de ça, effectivement, de tout ce qui est marketing, communication. Bref, en tout cas, Awaken Realms va sortir ce jeu, donc ISS Vanguard, sur leur propre plateforme qui s'appelle GameFound, qui est une plateforme qui existe déjà et qui sert aujourd'hui de pledge manager à notamment Awaken Realms, forcément, puisque c'est eux qui l'a créé, mais également, ils la proposent pour des porteurs de projets X ou Y, dans le jeu de société, le jeu de rôle aussi. C'est déjà utilisé par bon nombre de nos camarades porteurs de projets qui servent déjà de cette plateforme. L'avantage par rapport aux autres plateformes de Pledge Manager, c'est qu'elle est gratuite. Il n'y a aucune commission qui est prise par Awaken Realms, par GameFound, sur les ventes qui sont faites à travers leur site. Donc, voilà, c'est un simple système de boutique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais simplement c'est mis à disposition gratos. Et donc là, ils vont passer pour la première fois par GameFound pour proposer une campagne de financement directement. Ça veut dire qu'ils court-circuitent Kickstarter et ils passent directement par leur propre système pour faire la campagne de financement. Donc, avantage à ça, c'est que pour eux, ça leur coûte rien, puisqu'il y a quand même une commission qui est prélevée par Kickstarter à hauteur de 8% du total du financement du projet. C'est pas rien. Donc là, ça leur coûte zéro. Et en plus de ça, c'est parfaitement adapté au style de projet qu'ils veulent mettre. Parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que oui, Kickstarter a un peu de soucis à se faire, entre guillemets, c'est que c'est pas une plateforme qui est parfaitement adaptée pour les jeux de société. En fait, d'une manière générale, Kickstarter, c'est très généraliste. C'est fait pour les financements participatifs dans tous les domaines. Et c'est très bien. Et c'est chouette qu'ils aient commencé ce mouvement, et c'est très bien que ce soit là. Maintenant, l'interface est très vieillissante, l'éditeur est exécrable, mais vraiment très très mauvais. J'espère vraiment sincèrement qu'ils vont réagir parce que c'est affreux de créer une campagne sur Kickstarter. Et en plus, c'est pas du tout adapté au milieu du jeu de société. Le style, les stretch goals, ça n'existe pas forcément sur les autres campagnes. Même les milestones, les trucs qu'on révèle au fur et à mesure et tout, les différents niveaux de pledge et tout ça, c'est pas fait pour en fait. Et donc, GameFound va proposer un système alternatif. Ils utilisent d'ailleurs actuellement une page de preview de comment ce sera la campagne de ISS Vanguard. Et ça donne clairement envie. Ça a de la gueule. Je vous invite tous à aller voir d'ailleurs parce que vraiment, c'est super chouette. C'est très instinctif. C'est moderne. Je pense que l'éditeur qu'ils ont, si c'est le même qu'ils ont sur le Pledge Manager, il est très très bien. Il est très avancé. Il permet de faire énormément de choses. On n'est pas du tout contraint comme sur Kickstarter où ça bug une fois sur deux. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que Kickstarter a un peu de soucis à se faire. Sur le jeu de société, attention, on est vraiment localisé les jeux de société, jeux de rôle, on parle pas d'autre chose. Mais en tout cas, j'attends de voir cette campagne de Awaken Realms avec GameFound, et je pense que d'autres rejoindront ce mouvement-là. GameFound, Game on Tabletop qui propose un système de campagne plus Pledge Manager, le tout intégré. Ulule qui avance de son côté, mais qui perce pas franchement. Je pense pas qu'on puisse parler de succès pour le moment, mais voilà. En tout cas, voilà, il y a des concurrents et il y a des pistes d'amélioration certaines. Ok, les messieurs qui pensent non. Johan, voilà, il a pris la parole. Après Awaken Realms, là encore, on dit qu'ils vont faire un financement participatif sur leur propre plateforme, en tout cas en chantant Kickstarter. Mais ça veut même pas un financement participatif. Encore une fois, c'est une espèce de précommande. On est sur des projets gigantesques. Encore une fois, voilà, on est sur de la précommande, donc c'est pas étonnant en plus, c'est une boîte d'édition qui est tellement aujourd'hui connue. Ils ont livré des jeux qui ont eu énormément de succès. Ils ont même pas besoin de Kickstarter. Il y a aussi des Français, des boîtes françaises qui ont fait aussi des espèces de campagnes un peu pseudo-financement participatif en précommande. Je pense que dès lors que si tu communiques bien, que tu arrives à bien promouvoir ton jeu avant de le lancer sur la dite plateforme de lancement,
est-ce que tu en as besoin au final? Moi, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Et Il y a, c'est il y a pas besoin de Kickstarter pour lancer un tel jeu, quoi. Et c'est ce qu'on voit avec notamment Mythic Games sur le dernier Darkest Dungeon qu'ils ont fait. Ils ont vachement communiqué. Il y a une pseudo-hype qui s'est Ah oui. embrigadée dessus Ah bah et oui. ils arrivent à 6 millions. Hein. C'est, je crois, le meilleur à ce jour score qu'ils ont fait avec leur projet. Hein. Non, mais on est d'accord que si un éditeur vient utiliser Kickstarter à la base, c'est parce qu'il a besoin de fonds pour lancer Mhm. le jeu. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est d'accord, les gars. Enfin, je pense qu'on va pas se. C'est pas un secret. Il y a très peu d'éditeurs aujourd'hui qui ont besoin de Kickstarter pour ça. Alors évidemment, on parle pas ici des petites maisons d'édition qui ont réellement besoin, hein, de Kickstarter ou des autres plateformes. Mais Awaken Realms, ils ont absolument pas besoin de Kickstarter. Mythic Games non plus, ils ont pas besoin de Kickstarter. S'ils lancent ça sur une plateforme indépendante, ça sera exactement pareil. Il Est-ce suffit qu'ils mettent le bon lien au bon endroit et terminé, les gens iront voir. Est-ce que Johan, ça Bien veut sûr. dire que. Est-ce que Johan, toi, tu penses qu'il est du coup plus simple de faire comme Awaken Realms, c'est-à-dire qu'une fois que tu as une notoriété ou quelconque, de te créer ta propre plateforme de précommande parce que tu peux lancer ton jeu tranquillement. Et tu délaisses Kickstarter pour ça. Bah, je pense qu'économiquement, ils s'y retrouvent. Mais après, sûr. nous, par contre, la question, c'est en tant que client, enfin contributeur, on reste des clients. Est-ce que ça change quelque chose pour nous ou pas? Est-ce qu'il y a une protection Kickstarter? Au final, euh, certains éléments du passé de projets gâchés nous ont montré qu'il n'y avait aucune protection, hein, pour Final. nous en tant que contributeurs. Donc au final, nous, ça change absolument rien, hein. Donc Bien sûr. au final, Je vais vous donner un autre exemple. Les Devil Peak Games, leurs premiers projets sont passés sur Kickstarter. Et aujourd'hui, en fait, c'est sur leur site propre que les Devil Peak Games, dès qu'ils font un projet, c'est maintenant ce qu'on appelle des P500, des Print 500. C'est-à-dire que s'ils arrivent à 500 boîtes de vendus, ben, ils peuvent faire le jeu. Et ça, c'est voilà. précommandé sur leur site directement. C'est-à-dire que là où avant, ils Ah, avaient besoin de Kickstarter pour se faire connaître, aujourd'hui, ils ont une base de fans qui est connue, enfin, on connaît leur jeu, leur qualité et tout ça. Et aujourd'hui, ils utilisent cette base fan plus les autres réseaux sociaux et compagnie pour communiquer Oui, mais là-dessus. le P500 ou le financement sur ta propre plateforme, pour moi, ça s'apparente à du truc qui reste quand même extrêmement confidentiel. Oui, L'avantage on est de d'accord. Par contre. Kickstarter que les autres plateformes n'ont pas, c'est le monde que ça brasse. Parce que combien de fois ça m'est pas arrivé de me connecter pour suivre un projet et dire ah tiens, où est-ce qu'ils en sont, ceux que j'aimais bien, et je reçois une notification pour me dire votre ami a pledgé ça, ou alors le porteur de projet de machin que je suis pas nécessairement sur les réseaux parce que je m'en fous, a proposé tel projet, je vais regarder là par curiosité parce que KS m'a proposé une notif. Donc il y a un truc aussi qui fait que quand je me balade et que je regarde, justement c'est pour ça qu'on fait aussi ce top de ce qui est à la mode en ce moment, je fais ah putain mais ça j'aurais jamais regardé en fait, si j'avais pas vu que c'était dans le top, je n'aurais pas forcément cherché, je connaissais pas l'éditeur ni rien. Et ça je pense que c'est une force de marketing énorme qui fait que c'est un peu une loterie. Tu as envie de mettre ton jeu sur KS parce que tu sais que tu as éventuellement la chance qu'il soit mis en avant d'une manière ou d'une autre et d'attirer un public qui ne te connaît pas. Ce que tu auras jamais si tu fais financer sur ton site, aussi fidèle soit ta fanbase, tu vois. Oui, mais c'est tout à fait justement, d'accord regarde, avec toi. Awoken Realms, C'est tout ou à ce fait que je ça. donne comme exemple de Epic Games, ils ont commencé sur Kickstarter, c'est qu'ils ont eu besoin de cette plateforme-là à la base pour se créer leur public, entre guillemets. Et au bout d'un moment, est-ce que ça vaut le coup de garder 8% pour. Alors que tant que tu n'as pas des nouveaux pledgers, ils le voient bien, hein, les chiffres et tout ça, quand tu fais plusieurs Kickstarter et que tu vois que c'est toujours les mêmes clients qui viennent, est-ce que ça vaut le coup de rester sur Kickstarter? Voilà. Oui, mais je vais te Je dire un crois pas. truc par rapport à Darkest Dungeon, c'est que je suis à peu près persuadée qu'il y a une énorme population qui pledge ce jeu parce qu'ils connaissent le jeu vidéo, pas parce qu'ils Oui, connaissent bien sûr. Mythic. absolument. Ça, on est Et d'accord. ils ont découvert ça comment? Parce qu'ils ont déjà pledgé d'autres jeux vidéo ou parce qu'ils ont eu une publicité. Tiens, vous aimez les jeux vidéo, vous aimez Darkest Dungeon, vous savez qu'il Ouais. existe un financement participatif, exactement comme les gens qui ont par exemple pledgé Aventure parce qu'ils suivaient Maillard ou le joueur du grenier, tu vois. Ça vient d'un autre truc et c'est grâce à KS justement que tu peux mettre en avant ce genre de truc. Ah mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Je te dis juste qu'au bout d'un moment, sur certains, ils lâchent Kickstarter parce qu'ils en ont plus besoin aujourd'hui. Mais Kickstarter reste à la base une véritable porte ouverte. Et pour certains, ça permet, par exemple, un porteur de projet français, enfin européen, va pouvoir toucher plus facilement du public américain en passant par Kickstarter Exactement. que son propre site sur un P500, un print, Tout à machin. fait, Quoi que ce surtout, soit. On est surtout d'accord. s'il fait sa page principalement en anglais et qu'il fait une page clone en français, c'est Oui. sûr qu'il y a toute une partie du public anglophone, et pas que en fait, les Allemands qui parlent anglais, les Italiens qui parlent anglais, qui sont prêts à pledger le jeu, même si c'est pas dans leur langue, parce qu'il y a de l'anglais. Il n'y a En pas fait, que. la réponse, c'est la Oui. même chose que. En fait, c'est la même réponse que la question du dernier tu pledges ou pas. C'est en fait, ça dépend. Et ça dépend de l'éditeur.
Aujourd'hui, les gros éditeurs qui sont très connus et qui ont déjà réussi sur Kickstarter, ils ont probablement plus besoin de Kickstarter. Mais ça, Les c'est petits pas vrai, parce éditeurs, qu'ils ont toujours besoin de rameuter du nouveau monde. Tu peux pas dire je qu'ils suis en ont pas, pas je besoin, suis pas parce que leur sûr. fanbase, Je en suis fait, pas leur sûr. fanbase, ça leur permet juste de s'assurer un succès constant, mais tu vas pas chercher des nouveaux clients en restant sur tes acquis. Tu es obligé de communiquer sur des plateformes qui vont chercher des gens qui te connaissent pas. C'est comme ça que ça marche le marketing. C'est pas de dire aux gens qui t'aiment déjà, Mhm. aimez-moi, c'est de dire aux gens, vous ne me connaissez pas encore, mais vous allez m'adorer. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que des trucs, genre un 7e continent a fait un énorme succès, mais ils continuent à passer sur KS. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont aussi besoin d'avoir le côté show et le côté regardez mes gros chiffres et le côté il y a des nouveaux gens qui me connaissent pas encore et qui vont vouloir acheter ce que je vends. Est-ce que, alors Enfin, à j'ai ce pas fait de moment-là, marketing, moi, donc j'en sais rien, mais moi, de mon avis de joueur, Ah, le pauvre. Mythic Games n'a absolument pas besoin de Non, Kickstarter. après, on a Enfin, moi, vu, ça reste mon avis. on a vu avec Hasbro, beaucoup se demandaient pourquoi le HeroQuest, en fait, qui allait ressortir, est passé sur la plateforme participative de Hasbro et non pas sur Kickstarter. C'est peut-être que eux aussi veulent s'émanciper en se disant, mais non, mais c'est bon, on s'en fout, on va rameuter que du monde chez nous et on n'a pas besoin de donner les 8%, parce que, comme l'a dit Ben tout à l'heure, 8% c'est énorme sur 6 millions, hein, ou 7 ou 10, ou, Ouais. c'est pas rien. Hein. Donc si tu peux t'émanciper, peut-être que eux, alors moi je donne jamais mon avis là-dedans, hein, mais peut-être que eux ils se disent, pourquoi d'un point de vue financier, on va aller, certes, on va récupérer peut-être de nouveaux marchés, défraîchir de nouvelles cibles, mais on n'en a pas peut-être besoin parce qu'on a déjà la notoriété, ce que iWalker Dreams, peut-être dans sa stratégie financière, a vu en se disant, voilà, on a déjà une grosse fanbase, on sait que les personnes qui nous connaissent vont faire le bouche à oreille, il y a plein maintenant de reviews de YouTube, etc., qui se font, et peut-être que tu n'as plus aussi besoin que Kickstarter de ça au début, quand c'était sorti dans les années 2010, 2000, je sais plus quand c'était sorti, 2009 je crois. Là on a 10 ans de plus et en 10 ans il s'est passé vachement de trucs quoi. Oui, mais encore une fois, je pense que c'est juste se passer aussi d'un potentiel nouvel acheteur qui est le mec qui vient d'avoir son premier job, qui vient découvrir les jeux de société, qui est prêt à mettre de la thune dedans et qui ne connaît pas Awakened Realms et qui ne connaît pas leur propre plateforme et qui va pas aller chercher chez eux. Tandis que KS, il en a déjà entendu parler parce qu'on lui dit tiens, t'as jamais vu le 7e continent, enfin tu vois, n'importe, on lui dit tiens, Gloomhaven, ça a marché sur KS, donc c'est là qu'il va aller chercher en premier ces informations et pas sur les plateformes dédiées de chacun des trucs en fait. Alors, Mais oui, est-ce donc, que par les exemple, 8% compensent le fait qu'ils dépensent pas les 8% compense l'absence de nouveaux Ça, c'est de malheureusement nouveaux un truc qui, à mon avis, n'est pas du tout mesurable. Je pense pas que c'est possible ça dépend. de mesurer l'impact Super de dur. ton existence sur KS par rapport à l'argent que tu mets dans les 8%. Aucune idée. Après, la question à la base, c'était, est-ce qu'il y a une menace pour Kickstarter de ne plus être une plateforme surutilisée pour les jeux de société? En Non, fait, non, parce que l'idée le de, problème, ça peut créer un pense pas, effet, ça car- peut créer un effet de vide, tu vois. Si les gros partent, créent leur propre plateforme, admettons, Mythic part, Awaken Realm part, enfin, peu importe, on va dire que tous les gros partent. Bah, du coup, ça fait un appel d'air, donc tous les petits vont pouvoir se développer dessus. Mais Ils est-ce vont que ça avoir serait plus pas de mieux ça? highlights. Est-ce que ça serait pas mieux justement d'avoir ce ménage qui est fait dans le KS pour justement, on sait que les petits ils sont en train d'étouffer, c'est compliqué parce qu'il y a les plannings qui se font à droite à gauche, ils sont obligés de se caler quand il n'y a pas de gros parce qu'ils savent qu'ils vont être vampirisés. Est-ce que ça serait pas mieux dans ce cas-là que tous les gros partent effectivement, qu'ils ont leur plateforme et en même temps pour eux ils n'auraient plus ces 8% du coup en termes de budget qui partiront? Est-ce que ça ne sera pas plus simple pour le coup et Kickstarter redeviendrait entre guillemets cette plateforme qui promue comme ça les petits, parce qu'on rappelle que normalement le crowdfunding c'est un appel aux dons, ce n'est pas des précommandes ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous donner, comme son nom l'indique, Kickstarter, vous mettre un coup de pied au cul et vous lancer directement sur votre projet. Je pense qu'à terme, clairement, ça peut être que quelque chose de plus sain si vraiment c'est le scénario qui se réalise. Je doute que tous les gros désertent la plateforme quand même parce qu'ils sont pas dingues. Il y en a certains qui ont envie de prendre un peu leur destin en main, qui se disent qu'ils peuvent le faire tout seuls. Mais je pense que tout le monde fera pas ça, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, voilà, ils ont besoin du show, ils ont besoin de la visibilité, de la vitrine et tout ça. Mais effectivement, si ça peut laisser de la place à des projets qui sont plus confidentiels, qui ont besoin d'éclore à travers ça, ça peut être bénéfique, oui. Moi j'aimerais avoir Après, ça peut être une responsabilité entre guillemets éthique de Kickstarter de dire, eh ben dans ce cas-là, nous on met plutôt en avant des petits projets, des projets de
de petites maisons d'édition avec des petits financements. Ouais, ils qui ont peuvent moins aussi faire ça. d'intérêt financier. Mais à faire ça. Eh oui, ben voilà, la eh thune. ben ouais, oui, mais Oui, Oui, mais, mais ça reste mais- quand même voilà. le cas. mais Johan, toi, tu es le Lancelot du lac de l'émission, c'est pour ça. Moi, j'aimerais par contre avoir l'avis de Lily, parce qu'on l'a pas entendu, et c'est vrai que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On sait que tu consommes pas beaucoup de Kickstarter, mais sur ce point de vue, toi, tu penses de quoi tout ça? Est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très sain? Bien évidemment, on sait que financièrement, tout ceci est gouverné, mais t'en penses quoi, toi, là-dessus? Tu consommes pas tellement, tu as un œil un peu extérieur. Comment tu vois la chose? Bah, du coup, je suis allée voir un peu ce que proposait Game on Tabletop et Ulule à côté, et je me suis demandé si ça pouvait pas être un peu mieux pour les petits d'être accompagnés par Game on Tabletop qui propose un accompagnement plus proche. Apparemment, en tout cas, c'est ce qui est écrit sur leur site. Mhm. Mais on revient toujours à la même chose, c'est au manque de visibilité à côté de Kickstarter. Et du coup, je pense que c'est vraiment le plus gros argument de KS, c'est sa visibilité. Et là-dessus, personne ne peut y échapper. On a des amis leur campagne a été refusée pour l'instant sur KS. Je me disais que Game on Tabletop, ça pouvait être une bonne solution, mais ils auraient jamais la visibilité de KS, donc il faut qu'ils recommencent la demande auprès de KS, quoi. Alors, tu vois, je suis content que tu parles de Game on Tabletop parce que, tu vois, eux, ils se sont un peu plus spécialisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu cherches un jeu de rôle français, bah, tu vas plus le chercher sur Game on Tabletop que sur Kickstarter, si tu veux. Aujourd'hui, Ouais. Black Book Edition, on n'utilise que Game on Tabletop pour faire ses Kickstarter. Là, ce que je t'ai parlé, le jeu de rôle français, c'est pareil, on part sur Game. Certains, maintenant, les petits, certains se spécialisent dans certains domaines de jeux pour justement dire, nous, on ne peut pas se battre sur Kickstarter dans leur plate-bonne, donc on va prendre un autre secteur qu'ils ne traitent pas ou peu, en fait. Mais justement, alors, est-ce que c'est pas, c'est intéressant ce que tu dis là sur le fait qu'ils se groupent, quand tu cherches un jeu de rôle français, tu vas sur Game on Tabletop. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut se produire? Parce que là, on disait, chacun part de son côté, fait sa petite plateforme, tout ça. En fait, c'est pas exactement ça, puisque GameFound, ça existe déjà, et c'est utilisé notamment par des gros qui ne sont pas Awaken Realms. Est-ce que les gros, entre guillemets, Mythic Games et toute la clique là, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à aller sur une plateforme qui est ultra spécialisée dans le jeu de société, GameFound par exemple, et dans ce cas-là, tout le monde se grouperait sur cette nouvelle plateforme qui serait spécialisée, spécifique aux jeux de société, et du coup, la notoriété de Kickstarter se déplacerait avec ces gros acteurs vers une nouvelle plateforme qui serait GameFound, et Kickstarter redeviendrait ultra généraliste, et éventuellement réservé aux petits projets ou comme on veut. Ça changera pas le problème que les petits seront toujours petits et invisibles. Hein. C'est pas, on cherche pas à régler ce problème-là. Le truc, c'est que je pense vraiment que il y a quelque chose qui va se créer, une alternative réelle à Kickstarter pour le jeu de société, qui va arriver et qui va se positionner petit à petit. C'est pour ça que je disais pas à court terme, parce que pour le moment, la notoriété de Kickstarter est tellement écrasante qu'on peut pas y faire face. Mais je suis certain qu'avec cette première campagne sur GameFound, ça va en attirer d'autres, pour peu que les tarifs soient intéressants. Ça va en attirer certainement d'autres et ça pourrait devenir la nouvelle référence pour les jeux de société. Moi, je vois ça comme ça. Après, là, ce que tu nous fais, c'est le plan marketing de GameFound. À la base, eux, une plateforme participative uniquement dédiée aux jeux. Hein. C'était toujours leur objectif. Hein. Après, maintenant, est-ce que eux arrivent à toucher plus de public américain que Kickstarter? Je suis pas sûr. Pour le moment, non. C'est une question de timing. C'est une question de création de base de clients. En gros, c'est ça. C'est ce que dit Tatiana. Il faut envoyer. Il y a des mails qui partent pour dire vous avez vu ce machin-là sur GameFound. Et dès que tu vas avoir un compte GameFound, moi je reçois déjà des mails puisque j'ai déjà participé à des pledge managers sur GameFound et on me dit déjà il y a ce pledge manager là qui vient d'ouvrir machin. Est-ce que ça vous intéresse, etc. En fait, c'est exactement le même. Ça va se déplacer. Ça va faire exactement la même chose. C'est une question de timing puisque Kickstarter existe depuis 2009, donc on en est à 11 ans quand même. Donc évidemment, il y a une énorme base de clientèle qui s'est créée. Donc, il faut du temps pour que ça se mette en place. Mais je suis convaincu, d'un point de vue de créateur, Kickstarter, c'est l'enfer. Hein. Pour les jeux de société, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour ça. Vraiment pas. Du coup, alors si on fait un petit tour de table très rapidement, la vision de la chose à court terme, c'est quoi? Alors, on a compris que pour toi, Ben, c'est sûr que Kickstarter va commencer à un peu se craqueler. Et du coup, les gens vont aller à droite à gauche. C'est peut-être le seul là avec ISS Vanguard où si c'est vraiment mesuré, les autres peut-être pourraient se dire on va faire pareil, apparemment ça marche. C'est une sorte de crash test. Rav, qu'est-ce que tu en penses toi, du coup, à court terme? Enfin, à court terme, bien sûr, c'est on va dire 2 ans. Est-ce que tu penses que ça va toujours rester? Il y aura toujours des choses qui vont se craquer et du coup, on aura une situation hybride? Ça va dépendre. En fait, ça dépend du porteur de projet, ça dépend de ses ambitions, quoi que ce soit. Mais
je peux pas te répondre à ça parce que ça va vraiment dépendre. Là, tu vois, ce que je parlais, il y a la dernière émission, la chronique of Waral, s'il a pris Kickstarter plutôt qu'une autre plateforme, c'est parce que sur cette plateforme-là, aujourd'hui, il est sûr de plus facilement toucher un public américain. Parce qu'il faut pas se voiler la face, hein. L'Europe, c'est bien, mais le jackpot, c'est d'arriver à toucher le public américain. Où là, ça va sortir, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, tu as plus de facilité de toucher ce public-là sur cette plateforme-là que sur une autre plateforme qui est en train de monter petit à petit. Donc, dans 2 ans, je sais pas. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Ok. Ouais, Monsieur Johan, qui est resté avec votre air Oui, dubitatif. Je suis d'accord avec Raph. Moi, je pense à court terme, non, je pense pas que ça va pas changer des masses. Hein. Je pense pas. Madame Tatiana, on l'a compris que vous, c'était Kickstarter Power et c'est sûr que ça va rester, ça va rester avec un truc bien fort. Ah, ça a figé. Elle a peut-être un problème de connexion, c'est pas grave, mais on a à peu près le sentiment. Et ben du coup, Lily, alors avec tout ceci, toi? Bah, je sais pas, à voir ce que ça va donner, mais avoir une plateforme vraiment dédiée qu'aux jeux de société, si Gamepound se développe bien, je trouve que ça peut être cool. Ok, bah mettez-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'à court ou moyen long terme, une sorte de plateforme généraliste uniquement pour du jeu de société, puisqu'on le rappelle, Kickstarter, ce n'est pas que des jeux de société, c'est du jeu vidéo, des photographies, des courts-métrages, etc. Est-ce que vous pensez du coup que ça peut avoir un avenir assez radieux? Merci en tout cas de vos avis et des diverses opinions échangées durant ce petit talk. Il ne nous reste plus que le mot de la fin. Et oui, c'est déjà la fin, ça fait 1 heure déjà que le temps passe vite en votre compagnie et que la fin se fait sentir. Merci Ben et Lily des recettes ludiques que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube ainsi que... Pardon, Twitter vous n'avez pas, hein? Si, on a Pardon, tout. On a d'accord, Twitter. ok, vous avez- Mais on n'est pas Instagram. trop actifs D'accord. sur. Mais j'ai eu un doute. Facebook. Le doute m'a habité d'un coup. C'est pour ça que je vous ai demandé. Ok. Bah, on vous retrouve dans 2 semaines si on arrive encore à se caler. Merci Johan Musopop. Alors toi, on peut te retrouver où c'est tellement compliqué maintenant ta vie qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, monsieur? Alors, il y a plus de pop, il y a que des Il y a plus figurines à de peindre. pop, il y a toujours la page qui est active, et puis je fais toujours des petits lives, des trucs comme ça. D'accord. Mais la page est en train d'évoluer, elle changera de nom et elle changera un peu d'orientation, on va dire. Mais ça reste Musopop Custom pour le moment. Et on te rappelle qu'on peut trouver aussi sur Trick Track, puisque tu rédiges aussi des choses sur Trick Track. Exactement. On remercie Sur le le jeu. doyen. Oui, sur le jeu, absolument, sur le jeu et non pas sur la cordonnerie anglaise. Ça n'aurait aucun sens sinon. Merci Raph, le doyen de l'émission, qu'on peut retrouver sur Geek Level 60. Tu fais de plus en plus de vidéos, les gens sont contents apparemment et ça leur fait plaisir. Bah, là, je me suis calé du temps en fait. Donc là, j'en ai 2 en cours. C'est une sur Pitch Out, le prochain, et puis après, j'ai Zombicide à finir de monter et le Night of the Living Dead. Ok. Mais oui, en fait, dans mon emploi du temps, j'ai calé un petit moment pour essayer d'en faire une au moins tous les 15 jours. Et puis on te retrouve aussi sur Ravage. C'est quoi? C'est une fois dans le mois? Je sais plus Non, alors ça dépend. Actuellement, c'est un peu avec le Covid, c'est un petit peu. C'est compliqué. C'est compliqué, mais grosso modo, il sort à peu près 6 magazines en parlant du Ravage figurine et Ravage hors série plateau. Ça en fait 6 par an à peu près en moyenne. D'accord, ok. Et on te retrouve aussi sur Trick Track, puisque tu es aussi chroniqueur sur Trick Track. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et nous avons le retour de Tatiana, juste pour nous dire au revoir, comme ça. Qu'on retrouve sur Instagram d'Earl.Game si vous avez les tutos make-up ainsi que les jeux de société. Et d'ailleurs, c'est tout, j'allais dire autre chose, mais on te retrouve que là-dedans. C'est ça, si vous voulez des photos de lingerie, des tutos make-up ou alors lifestyle, venez On sur avait pas dit. Earl.Game. Mais non, mais jamais. On n'avait pas dit. Comment bien repasser sa famille. Je crois que dans les commentaires, tu vas avoir 1 million de followers si tu parles de lingerie. Ça va aller très 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 vite. Non, pas du tout. C'est des mises en scène type maquillage cosplay sur des jeux de société. C'est des vidéos YouTube sur des jeux de société, du jeu de rôle et même des bouquins de temps en temps. Parce Maintenant, il y a des bouquins, qu'on c'est est vrai. cultivé. Mais ouais, quand même. Un minimum. On se retrouve du coup dans 2 semaines si tout le monde est d'accord dans la joie, la bonne humeur et la frénésie joviale. Yes, Allez, portez-vous bien, des bisous partout et on se poursuit dans les commentaires. Ciao, ciao.